Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc vous voyez que j'ai pas un accent québécois, hein. Il ne faut pas s'attendre à un accent québécois parce que je suis un hybride belgo-canadien. Donc ça explique que malgré ma longue vie au Québec, j'ai encore des résidus d'accent belge. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et pour cette conférence qui va toucher évidemment la question de l'évaluation, qui est une question cruciale. C'est souvent aussi la question par laquelle on entre dans la problématique de l'IAG, du moins pour les personnes qui ont des préoccupations pédagogiques. Alors, je suis spécialiste en évaluation des apprentissages et mon expertise, c'est vraiment dans la formation des enseignants de tout type, y compris les enseignants universitaires, les vacataires, à l'évaluation en enseignement supérieur notamment. Alors, à quoi est-ce que je vous convie aujourd'hui? C'est un cheminement qui est personnel, hein. C'est vraiment le résultat de ma réflexion et aussi de toutes les convergences qui se sont offertes ces derniers mois par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Et je crois que la première question qu'on va aborder ensemble, c'est vraiment de se donner un cadre commun qui va nous permettre de patiner sur la même patinoire. Parce que nous sommes probablement, certainement enseignants et aussi chercheurs, mais les personnes qui enseignent n'ont généralement jamais appris à évaluer. Donc, pour qu'on puisse ouvrir des questions intelligentes sur l'IAG en évaluation, je pense qu'il est important d'avoir un petit peu la même conception. Donc, c'est ce que j'appellerai le cadrage dans la présentation qui prendra la première partie. Et ensuite, j'aborderai avec vous la question de l'intégration de l'IAG dans les activités évaluatives, en terminant par une proposition qui est une espèce de schéma ou de cheminement pour apprendre à adapter nos activités évaluatives en fonction de notre propre positionnement par rapport à l'IAG. Donc, on va faire commencer par le début, par ce texte, ce cadrage sur l'évaluation, et je vais vous proposer de réfléchir à 4 axes qui me semblent essentiels. Tout d'abord, c'est le fait que l'évaluation, ça ne consiste pas uniquement à corriger des productions d'étudiants, mais c'est un réel écosystème. Donc nous allons aborder cet écosystème pour avoir une vision large des enjeux de l'IAG également à ce niveau. Ensuite, je parlerai de quelques modèles d'évaluation, puisque l'évaluation, quoi qu'on en sache et quoi qu'on en dise, c'est un phénomène historique et culturel qui, dans notre monde occidental, je veux dire au sens général, existe depuis plusieurs centaines d'années. Même chez les Chinois, ce sont des milliers d'années. Et donc, c'est un système qui vieillit, mais qui évolue aussi. Et donc, beaucoup d'entre nous restent, j'ai pas peur de le dire, bloqués à des manières d'évaluer qui ne datent pas de décennies, mais qui datent de siècles. Donc, il ne faut pas oublier ça quand on parle de l'IAG. Ensuite, je regarderai avec vous l'évaluation comme un processus, c'est-à-dire comme un processus avec 5 étapes, et on verra que les différentes étapes de ce processus sont concernées par l'IAG à différents niveaux. Et enfin, j'aborderai au niveau le plus pointu la question de la relation que nous entretenons personnellement avec l'évaluation, mais aussi que les étudiantes et les étudiants entretiennent avec elle pour voir quels sont les enjeux identitaires et psychologiques qui se jouent au sein de l'évaluation et qui vont être particulièrement vulnérables à l'introduction de l'IAG. Voilà, c'est le cheminement qu'on fera pour ce cadrage. Alors, nous allons donc en quelque sorte faire passer l'IAG au prisme de l'évaluation à travers ces 4 dimensions, l'écosystème, les modèles, le processus, la relation. Et il devrait normalement en sortir, moi, ce que je vais appeler une problématisation, c'est-à-dire nous devrions être capables de poser des questions et raisonner par rapport à l'IAG en évaluation. Donc, c'est vraiment mon intention avec vous aujourd'hui. Regardons l'écosystème de l'évaluation. Ne faites pas attention à cette image-là, c'est un schéma que j'ai utilisé dans un texte que j'ai écrit. C'est simplement pour vous montrer que quand on parle d'écosystème, on parle d'un environnement qui va d'un macrosystème vers un ontosystème, c'est-à-dire les convictions et les valeurs personnelles que nous avons. Et donc je vais déployer avec vous, devant vous, cet écosystème de manière un peu plus détaillée. Alors, je disais que notre système a des siècles, hein,
Quand on regarde ça de façon un petit peu critique, voire même sociologique, on se rend compte que les tendances qui animent nos systèmes évaluatifs, et je parle de la Belgique, de la France, encore du Québec, on peut parler de tous les pays anglo-saxons également, donc qui sont dans une vision occidentale. La première tendance, c'est que l'évaluation garde encore largement une fonction de régulation sociale. Donc elle sert essentiellement à gérer des flux d'apprenants dans un système qui démocratise l'éducation. Autrement dit, depuis le 19e siècle, et c'est un système qui date des jésuites, on travaille avec des cohortes qui fonctionnent par année, dans des espaces-temps bien délimités, et dont on doit gérer le flux à travers une progression annuelle ou semestrielle. Et la meilleure manière de le faire, c'est de dire qui va rester dans le flux de manière stagnante et qui va progresser dans le flux. Donc c'est une manière d'évaluer qui va provoquer, je dirais, des mécanismes sélectifs et aussi des mécanismes méritocratiques. Le corollaire de ça, c'est qu'on va se retrouver dans une approche plutôt quantitative et on va même dire quantophénique, c'est-à-dire obsédé par le chiffre. Donc il faut quantifier les résultats, il faut les indiquer de manière chiffrée, avec des nombres, parce que ce sont des données qui ont une valeur de vérité très très facile à accepter et qui est légitimement, qui est socialement très légitime. On est aussi dans la culture du testing, donc de faire passer des épreuves aux étudiants pour pouvoir gérer ce flux de réussite et d'échec. Les valeurs qui sont défendues dans notre société, alors je suis un petit peu dramatique, mais ça reste quand même encore la compétition, la reddition de comptes pour les institutions, qui dépensent de l'argent mais qui doivent garantir qu'elles ont produit des résultats, et c'est aussi un lieu d'enjeu de pouvoir, parce qu'on verra que la relation entre l'étudiant et l'enseignant n'est pas du tout symétrique dans ce contexte-là. Il y a quand même des points positifs. On n'oublie pas qu'on est dans un monde où les performances et les compétences sont des enjeux sociaux, politiques, économiques, et donc la vocation éducative, voire de l'évaluation, est aussi de faire la promotion de cette éducation et des performances. Et enfin, on est quand même dans une dynamique de démocratisation. On n'est pas complètement, on ne ferme pas l'éducation uniquement aux élites, et on est encore aussi dans un contexte qui va favoriser l'innovation. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur l'IAG, qui est un phénomène majeur. Si on va un petit peu plus loin, quand on regarde comment fonctionne l'évaluation, et là je vais parler de sa validité et de sa fiabilité, donc autrement dit du type de vérité qu'elle va produire et de sa légitimité sociale, on pourrait dire que tout est déterminé dans notre système par des conditions extrêmement serrées. C'est qu'il faut que nos étudiants soient évalués sur les mêmes choses, dans le même temps et dans le même espace. La validité de l'évaluation dépend étroitement du respect de ces conditions. Mais on voit qu'avec l'approche par compétences notamment, ces choses-là se sont ouvertes. On demande à nos étudiants d'accomplir des tâches complexes qu'ils ne peuvent pas faire en salle d'examen et pour lesquelles ils ne peuvent pas produire des réponses écrites en 3 minutes ou 2 minutes ou 2 heures ou 3 heures. Donc ce cadre-là, ce chronosystème, il est déjà éclaté. Mais on va voir qu'il est d'autant plus menacé par l'approche de l'IAG. Allons encore un petit peu plus loin, dans ce qu'on va appeler l'exosystème, alors peu importe les mots, mais on va se rapprocher de la personne enseignante en se disant qu'elle n'est pas toute seule. Mes collègues le disaient tantôt, nous sommes dans des environnements. D'abord un environnement qui a une couleur politique, qui a une couleur institutionnelle, puisque nos institutions génèrent des politiques, par exemple un plan de qualité de l'enseignement, des plans pour gérer l'évaluation. Maintenant, on va avoir des plans pour gérer l'IAG. Nous avons aussi une culture évaluative professionnelle, puisqu'on n'évalue pas de la même façon dans un département de littérature ou dans un département ou une filière de sciences ou une filière professionnalisante. Donc il y a des cultures professionnelles qui valorisent certaines manières d'évaluer. Et la forme scolaire, je ne donne pas beaucoup de détails là-dessus, mais voilà, on a un excellent exemple de forme scolaire. Vous êtes tous assis, immobiles sur des tables et des chaises, et moi je dois gérer, mettons que je donne cours ici, je dois gérer ma pédagogie et je dois gérer mon évaluation en fonction du dispositif physique dans lequel vous êtes et nous sommes. Je n'ai pas besoin de vous dire quel type d'examen va se passer ici. C'est écrit noir sur blanc, même si on ne le voit pas. Donc, à un niveau encore plus détaillé,
Eh bien, comme enseignants évaluateurs, nous interagissons, donc je l'ai dit, avec un environnement, mais aussi avec une administration, avec des normes, des contraintes qui vont nous obliger à produire des résultats dans tel délai, à fournir des résultats chiffrés, à produire des moyennes, des écarts types, etc., des statistiques. Et nous avons aussi, à l'intérieur de nous, nos propres habitudes évaluatives. Et ce qu'on constate, c'est qu'en général, j'évalue comme j'ai été évalué. C'est donc un lieu de haute reproduction sociale. Et parfois aussi, on va avoir des évitements. Par exemple, si j'ai souffert le martyre dans les examens oraux, dans mes études à l'université, il est probable que je n'utilise pas cette technique-là avec mes étudiants. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est pas nécessairement valorisé positivement. Alors ça nous amène à regarder, j'approfondirai après dans la problématisation, comment ce système est, je dirais, motivé ou bousculé par l'IAG. Mais donc on comprend qu'en fait, l'IAG va toucher absolument tous les éléments de cet écosystème et on va regarder progressivement comment ça va se faire. Voilà. Donc je veux dire aussi que je vous donnerai un temps de parole à la fin de l'exposé. J'ai prévu être dans les temps, donc ça sera un moment d'échange. Alors quand on regarde maintenant ce qu'on appelle les modèles d'évaluation, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, peut-être que vous le savez déjà parce que vous avez peut-être quelques notions de sciences de l'éducation, mais qu'est-ce que ça veut dire évaluer? En fait, étymologiquement, ça veut dire donner de la valeur à quelque chose. Et cette valeur, elle vient de ex-valuere, donc elle vient de l'extérieur. D'accord? C'est une valeur qui est attribuée par un élément externe à une production d'étudiants. Et quand on regarde dans la théorie de l'évaluation, en fait, cette valeur est attribuée à partir du moment où on a fait une comparaison entre le référent de l'enseignant, donc la production idéale, la performance idéale, la représentation qu'il s'en fait, et que parfois il partage avec ses étudiants sous forme de critères, par exemple, et la production de l'étudiant, on va appeler ça le référé, donc ce sont des termes de sémiologie en fait, et on va comparer ce référent et ce référé. Ici j'ai pris un texte enluminé pour montrer que c'est ça l'idéal que l'enseignant envisage quand il donne une consigne, écrivez-moi un texte illustré par exemple, Dieu sait quoi, puis on voit la production de l'étudiant, c'est un texte dactylographié, là il est déjà un petit peu corrigé, mais donc vous voyez qu'il peut y avoir un écart entre le référent et le référé, et qu'on va donner une valeur à cet écart. Alors, souvent, on va retirer des points parce que le référé ne correspond pas au référent. Mais dans certaines approches dont je vais parler tout de suite, on va valoriser certaines dimensions de la production, même si elle n'est pas parfaite. Et ça nous amène à parler de ce qu'on appelle les modèles d'évaluation. Le plus ancien, et aussi le plus pérenne, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le modèle de la mesure. Donc, comme je dois comparer mon référent avec le référé et que je dois donner une valeur à l'écart, une valeur aussi au référé, je dois interpréter le référé. Et ces modèles d'évaluation, ce sont des modèles d'interprétation des référés. Et le premier modèle, c'est le modèle de la mesure. Et je vais vous expliquer en quoi il consiste. Si je donnais à l'un d'entre vous 30 copies d'étudiants, il y a fort à parier que spontanément vous classeriez les copies en 3 tas, les très bonnes réussites ou les réussites moyennes, puis les échecs et les très gros échecs. On appelle ça l'effet posthumus. C'est donc un biais que tous les évaluateurs font, à moins qu'on leur apprenne à instrumenter leur jugement. Alors, qu'est-ce que ça produit, ce tri? Ça produit une magnifique courbe de Gauss. Et encore, dans nos institutions, on considère que quand un enseignant n'a pas une belle courbe de Gauss avec un bon écart type, etc., ses résultats ont l'air louches. D'accord? Donc, nous sommes très fortement contraints par cette approche-là. Mais heureusement, je dirais dans les années 80-90, on a vu apparaître un mouvement qui est celui de l'évaluation formative, dont parlaient mes collègues aussi. Alors, Hattie, c'est vraiment un chercheur plus récent, mais l'évaluation formative, elle a quasiment 50 ans d'existence,
et c'est encore quelque chose qui est très peu promu et très peu réalisé dans les cours, à mon avis. Mais en parallèle avec l'évaluation formative, c'est développé une approche qu'on a appelée l'approche critériée. Et là, au lieu de comparer les étudiants entre eux au sein d'un même groupe, parce que c'est ça qui se fait dans l'évaluation mesure, je prends les meilleurs et les moins bons, puis je crée ma courbe avec ça, eh bien là, je vais comparer les productions des étudiants, non pas aux meilleurs de la classe ou aux pires de la classe, mais je vais comparer les productions à des critères. Donc, les critères deviennent une espèce de référent communiqué qui permet à tous les étudiants de tous les groupes d'atteindre un certain type de performance. Alors, c'est extrêmement utile et c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer encore beaucoup aujourd'hui, sauf que le problème, c'est que ça produit non pas des courbes de Gauss, mais des courbes en J. Alors, la courbe en J, c'est quelque chose qui vient de l'économie. En fait, dans votre sens, elle va se dessiner comme ça. Donc, ça veut dire que les étudiants qui sont confrontés à des critères pour performer vont s'approprier les critères, mais ne vont pas faire une très belle réussite au début. Et puis, ils vont tout d'un coup remonter et se mettre à performer de façon exceptionnelle. Et donc, ça paraît tout à fait louche de se dire comment ça se fait que j'ai un cours où la plupart de mes étudiants réussissent bien. Eh bien, c'est souvent parce qu'on pratique dans ces cours-là une approche critériée qui rend visibles les critères, qui favorise donc forcément l'évaluation formative, donc les étudiants intègrent les critères et ils peuvent performer mieux. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus valorisé et qu'il est certainement dans vos contextes. La dernière approche, j'en parle rapidement, mais c'est la moins développée, mais c'est encore une approche très intéressante. On va l'utiliser dans certains programmes professionnalisants, mais aussi au niveau scolaire, quand il n'y a pas trop d'enjeux certifiants. Donc, on appelle ça les high stakes. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux, par exemple, pour les tout petits enfants, en âge préscolaire, et aussi beaucoup dans la formation continue. C'est l'évaluation dynamique, c'est-à-dire qu'au lieu de comparer les productions aux autres à des critères, on les compare à la propre performance de l'apprenant. Donc on regarde comment il évolue par rapport à lui-même. Alors c'est sûr que l'évaluation dynamique va souvent être combinée avec une évaluation critériée parce que ça va se faire dans des contextes de développement professionnel et évidemment la profession, elle est gérée par des critères. Voilà, donc vous voyez que ces trois modèles-là vont être aussi interpellés par l'IAG de façon variable et on va voir que c'est surtout le modèle de l'interprétation critériée qui va être touché. Et j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, l'évaluation comme processus, c'est un petit peu le troisième axe de réflexion. Rapidement, une évaluation, ça se planifie, d'accord ? On n'arrive pas en train de planifier, d'évaluer nos étudiants sans avoir préparé les choses. On a une vision un petit peu à long terme. Et la première étape de ce processus aussi, concrète, ça va être de concevoir ce que je vais appeler, moi, des outils de recueil de preuves d'apprentissage. Donc, un examen, c'est un instrument de recueil de preuves d'apprentissage. Une étude de cas que je vais proposer à mes étudiants, c'est aussi un instrument de recueil de preuves. Un labo, un exercice, un travail pratique, une performance en situation, tout ça, ce sont des choses, des moyens de recueil. Ensuite, ils vont devoir être interprétés. J'en ai parlé à travers notamment les grilles critériées. Il y a une prise de décision qui en résulte, un échec ou une réussite qui va être communiquée en termes de chiffres, de descriptions, etc. Quand j'ai une prise de décision formative, c'est aussi une prise de décision, parce que je décide que l'étudiant pourrait améliorer sa performance avec tel ou tel élément. Ça va, je ne vous perds pas trop parce que je suis en train de vous donner un mini cours d'évaluation en quelques minutes, mais ça me semble très important. Et donc, si je regarde pour la planification, ça va être déterminant par rapport à l'IAG, parce que c'est là que je vais déterminer quels sont les objets que je vais évaluer. Et là, on va voir qu'il y a des objets disciplinaires qui font partie du contenu d'apprentissage comme tel. Ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances, mais ça pourra aussi être des compétences et des connaissances en intelligence artificielle générative, évidemment. Pourquoi? Donc je fais des choix, est-ce que je vais certifier ou est-ce que je vais faire une évaluation formative, donc plutôt axée sur la régulation. Quand vont-ils être évalués et qui va produire ces preuves? Donc un individu ou un groupe. Au niveau de la conception des preuves d'apprentissage, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que vous allez voir que quand je conçois un examen, une étude de cas,
une occasion de faire une présentation orale, je prends énormément de micro-décisions et c'est ce que j'appelle moi les paramètres de construction de la tâche. Et vous allez voir que l'IAG va intervenir, doit être pensé chaque fois au niveau de certains paramètres. Certains vont être plus importants que d'autres. La première chose qu'on doit envisager quand on conçoit une tâche, c'est vraiment de se dire quel est le niveau de complexité de la tâche. Est-ce que c'est une tâche à l'extrême gauche du continuum qui consiste à reproduire quelque chose, reproduire une définition, une formule, appliquer une formule, faire un calcul, etc. Ce sont des choses généralement petites à faire, qui prennent pas trop de temps et qui peuvent être faites très facilement en salle d'examen, mais aussi faites avec l'IAG, bien sûr. Est-ce qu'au contraire, je vais choisir de faire à mes étudiants des tâches complexes? Et là, je vais tout de suite passer au niveau taxonomique. Donc, mes collègues ont parlé tantôt de la taxonomie de Bloom. Donc, si je dis définissez-moi telle chose, ou crée-moi telle chose, ou conçoit, élabore, analyse, évalue, là, je suis dans des niveaux taxonomiques très élevés. Et c'est plus complexe pour l'étudiant, et ça va donc être pour lui aussi à plus haut risque d'échec. Donc, on voit que potentiellement l'IAG va concerner davantage les tâches avec un niveau taxonomique élevé. Ensuite, la nature des preuves. Elles peuvent être tout à fait univoques. Un calcul, la réponse est bonne ou mauvaise, mais je peux avoir des preuves multidimensionnelles, écrites, orales, et qui vont donner lieu à des interprétations beaucoup plus, on va dire, subjectives, mais ça veut dire simplement que deux juges, deux évaluateurs pourraient ne pas donner le même sens à ces productions-là. Autre paramètre, alors il y a le degré d'autonomie, donc est-ce que l'étudiant va pouvoir bénéficier d'aide ou est-ce qu'il doit le faire complètement seul? Est-ce qu'il va être en situation contrôlée, donc avec des témoins dans un espace clos, fermé, ou au contraire, est-ce qu'il va avoir une certaine liberté, une grande autonomie? Est-ce que le temps va être géré de manière serrée ou au contraire pas illimité, mais est-ce qu'il a plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours pour réaliser la tâche? Et enfin, quelle va être la personne qui va produire la preuve aussi? Au niveau de l'interprétation, maintenant, il y a aussi des paramètres à respecter. Et je pense que le premier est très important, ça va être le degré de transparence de mes critères. Donc, je vais caricaturer, mais si je suis un méchant prof de maths, qui m'ont personnellement énormément traumatisée. Je suis un méchant prof de maths, puis je fais des formules, j'ai tout dans ma tête, je fais des résolutions de problèmes. Je ne donne aucun critère à mes étudiants, ils n'ont aucune idée de ce que c'est une bonne réussite. J'ai pas fait de travail avec la modélisation, je leur demande de transférer une formule, ce qu'ils n'ont jamais appris. C'est un processus complètement obscur et qui donne beaucoup de pouvoir à l'enseignant puisqu'il n'a pas partagé avec ses étudiants des critères qui leur permettraient au moins d'envisager un début de réussite. Donc c'est une caricature. Il y a aussi la possibilité de partager le jugement avec les étudiants. Donc est-ce que je suis le seul évaluateur ou est-ce qu'ils vont pouvoir se co-évaluer, s'auto-évaluer, etc. Il y a aussi toutes les questions du soutien au jugement. Est-ce que mon jugement va être complètement intuitif, immédiat, tout est dans ma tête, je sais quelles sont les sources de mes prises de décision, ou au contraire, est-ce que ça va être explicité notamment avec des grilles et des échelles? Et enfin, comment vais-je indiquer ma prise de décision? Est-ce que ce sera des notes calculées un petit peu, qui donnent une idée pour se situer, mais qui n'ont aucune plus-value pédagogique, puisque l'étudiant ne peut rien faire avec ça. Donc, est-ce que je peux être plutôt descriptif, plutôt lui expliquer les choses comme on va le faire en évaluation formative? Voilà. Donc, vous voyez un petit peu les paramètres à envisager. Et pour la dernière étape, pour la prise de décision, grosso modo, on a des choix. Est-ce que la production de la note va être anonyme, sous forme de tableau, avec des notes et des codes d'étudiants qu'on peut pas repérer, ou est-ce que je vais aller communiquer avec l'étudiant les résultats personnellement? Et enfin aussi, est-ce que là je vais être avec une courbe normale ou bien plutôt une courbe en J? Ça va dépendre de mes manières d'interpréter les résultats. Voilà, alors vous avez un petit peu une idée, il reste la communication, dernier point, mais là ça va être les questions habituelles. Est-ce que je vais personnaliser ou pas la
communication du résultat? Est-ce que je vais faire quelque chose de descriptif ou au contraire quelque chose de très objectif, très froid, très neutre? Et est-ce que le résultat va être communiqué à l'équipe ou l'individu? Pourquoi je vous montre ça? C'est comme je l'ai dit tantôt, pour vous indiquer que quand je prends des décisions par rapport à l'évaluation, sans le savoir et sans en être conscient, généralement, je prends toutes ces micro-décisions et elles vont avoir un impact majeur sur l'outil que je vais produire. Et en même temps, d'être conscient de ces paramètres-là, ça va vous permettre, quand viendra le temps éventuellement d'adapter vos approches avec l'usage de l'IAG, ben ça va vous permettre de prendre des décisions et de voir où vous pouvez agir et prendre vos décisions. Dernier point de ce cadrage, alors celui-là je l'aime bien, c'est parce que ce sont des choses auxquelles on ne réfléchit pas nécessairement souvent, eh bien c'est de voir que finalement, j'ai parlé de relation entre l'enseignant, l'évaluation et l'étudiant, quelle relation a-t-il avec l'évaluation? Alors je pense qu'il s'agit la plupart du temps de ce qu'on pourrait appeler un contrat tacite, c'est-à-dire et puis c'est culturel, ça c'est social, c'est culturel. Nos étudiants ont vécu dans un système scolaire qui les a peut-être habitués à ça, mais c'est un contrat tacite dans lequel il y a une forme d'équilibre. Parce que l'enseignant dit, écoute, je vais te donner un jugement vrai sur ta performance, mais en échange, moi je veux être certain que ta performance, c'est bien toi qui l'as faite. Donc il dit, la vérité de mon jugement contre la vérité de la preuve que je reçois. Et il dit aussi, ou elle dit, j'ai la légitimité sociale pour t'évaluer et j'ai le monopole de l'expertise pour t'évaluer. D'accord? En échange de quoi, l'étudiant va dire, d'accord, c'est bien moi qui ai produit la preuve, mon identité est garantie, et alors toute la question de l'éthique, elle vise actuellement en fait à garantir cette identité, donc à rendre la preuve valide de ce point de vue-là, ma preuve est authentique. Mais il y a une suite, c'est que l'enseignant dit, je suis expert, je t'évalue, je suis légitime et je peux me prononcer légitimement sur ton échec ou ta réussite, mais je ne me préoccupe pas beaucoup des conséquences de ma décision sur ton évolution et sur ton avenir. Et donc, c'est là que le contrat devient déséquilibré parce que les étudiants, et psychologiquement, c'est la source de la tricherie ou de la fraude, c'est de dire, il y a un risque énorme. Un étudiant, il risque son identité, il est la preuve qu'il vous donne. Donc, il dit, dans ce cas, je vais trouver des moyens de pouvoir m'en sortir pour conserver un niveau de performance ou une illusion de performance, mais c'est aussi la porte d'entrée pour développer ce qu'on appelle des relations toxiques à l'évaluation. D'accord ? Et c'est là que notre système, hélas, avec tout l'aspect sélection, méritocratie, etc., rend certains étudiants effectivement très vulnérables à la gestion de l'échec et ça génère aussi beaucoup d'anxiété. Je voudrais vous lire cet extrait-là, donc, et vous allez faire le lien avec ce que j'ai dit sur la courbe de Gauss et l'approche normative. Donc, par conséquent, la rareté au sens économique du terme des bonnes notes contribue à créer une croyance profonde dans le système méritocratique et compétitif qui caractérise la société en général. Un système dans lequel il est théoriquement possible de gagner, mais où l'échec reste un spectre qui hante tout le monde. C'est précisément dans ce contexte idéologique que la triche pourrait en effet être vue par les étudiants comme un moyen adaptatif de survivre à la pression de devoir réussir en surpassant les autres. Ce qui compte, c'est d'être meilleur à tout prix. Alors, c'est pas étonnant que quand on voit arriver ChatGPT et toutes les applications d'IAG, on voit ça avec une tête de mort et on a envie de prendre la sortie de secours parce qu'on ne sait plus quoi faire. En effet, c'est comme si on ouvrait encore plus large la porte d'entrée vers la tricherie qui déjà taquine un certain nombre d'étudiants. Alors, nos étudiants, je les ai déguisés en Batman, en disant pourquoi continuer à jouer le jeu? Il y a une méchante tentation de substitution ici, et c'est ce qui fait que finalement, on va se poser comme première question quand on parle d'évaluation, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on devrait proscrire l'IAG parce qu'elle est une source incroyable d'amplification de la fraude et de la tricherie. Alors, la question est ouverte. Je n'ai pas besoin de vous dire que ma posture, ça va être de dire non, parce que si on fait ça, vous allez vous condamner à
créer des conditions de contrôle complètement dingues. Et en même temps, on le verra, on se condamne aussi à ramener l'évaluation à des choses qui sont contrôlables et donc des choses complètement inintéressantes au niveau pédagogique et au niveau même de la professionnalisation. Alors c'est vers là que je vais m'en aller maintenant en regardant comment on peut problématiser la place de l'IAG dans nos pratiques évaluatives. Le premier problème, comme nous venons de le voir, c'est de gérer l'usage frauduleux de l'IAG. Puisqu'on l'a vu, la fiabilité et la validité de l'évaluation sont vraiment extrêmement menacées, puisque l'identité de l'évalué ou de l'étudiant est complètement remise en cause et que la preuve produite peut être produite absolument par quelqu'un d'autre. Donc l'IAG permet trois choses, une assistance totale ou partielle, elle permet une réalisation robotisée des tâches et elle permet aussi l'usurpation de l'identité. Donc panique à bord. Comment conserver à ce moment-là une forme de balise éthique pour garantir la fiabilité de l'évaluation. Et c'est là que pour moi, je ne vais pas plus loin dans la problématisation parce que certes, c'est un souci et ça doit être géré, mais c'est aussi, pardonnez-moi l'expression, un énorme cul-de-sac. C'est-à-dire que si on rentre dans cette logique de contrôler l'usage de l'IAG, eh bien, il y a des gens qui ne vont pas dormir beaucoup pendant plusieurs dizaines d'années, d'accord? Donc, c'est un cul-de-sac et c'est pour ça que je vais prendre... ça ne veut pas dire qu'on doit le négliger parce qu'il faut gérer l'usage de l'IAG au niveau des droits d'auteur, au niveau de... Il y a une éthique de l'usage des idées, il y a une éthique de l'usage de l'IAG au niveau de ces droits-là qui doit être enseignée aussi. Alors, il y a un certain nombre de principes dont il faut se rappeler parce que, pour expliquer justement ce cul-de-sac, c'est que plus l'évaluation est anxiogène, donc plus elle est fréquente, plus elle a de hauts enjeux, plus les étudiants vont avoir envie de frauder. D'accord? Ça, c'est un premier principe. Plus les conditions de production des preuves sont contrôlées, moins il y a de risque de fraude, d'où la tentation de retourner vers des examens écrits en salle de classe contrôlée. La limitation de la fraude implique donc des conditions de contrôle renforcées. Ça, c'est une chose, c'est un cul-de-sac. Mais par contre, on a aussi un corollaire, et là je progresse dans mon propos, c'est que toutes les tâches complexes, c'est-à-dire les tâches authentiques, les études de cas, je vous donnerai des exemples tantôt, elles augmentent aussi le risque de fraude avec l'usage de l'IAG, parce qu'elles ne sont pas dans des contextes contrôlés. Ça veut dire qu'on va devoir se poser le deuxième problème, qui est celui de la vulnérabilité des tâches évaluatives à l'IAG, et donc en se demandant en quoi peuvent-elles être une source de fraude davantage. Alors je vais aller un petit peu plus loin ici, en vous disant, je propose un petit schéma, c'est pas compliqué à comprendre, c'est de se dire que finalement on commence à avoir deux axes, deux paramètres centraux. D'une part, celui de l'authenticité des tâches, avec des tâches à faible degré d'authenticité, comme par exemple des examens qui posent généralement des questions non contextualisées, sans rapport avec le métier. On est vraiment au niveau des connaissances déclaratives et certaines connaissances procédurales simples, ou ça peut être plus complexe, mais alors ça prend plus de temps. Et on a des tâches avec un haut degré d'authenticité qui sont évidemment essentielles à conserver dans des métiers professionnalisants et actuellement avec l'apparition, enfin nous on n'est plus dans l'apparition, mais avec l'apprentissage et le développement des compétences, on ne peut plus éviter de faire des tâches complexes en situation à nos étudiants. Alors si on regarde l'autre paramètre, qui est celui du niveau de contrôle, je vois qu'il y a un petit carré qui se dessine avec un niveau élevé de contrôle et un faible degré d'authenticité, et plus je progresse vers les tâches complexes, plus le niveau de contrôle est bas, et plus je vais avoir une vulnérabilité dans mes tâches évaluatives face à l'IAG. Ce qui se passe aussi, c'est que on sait que les tâches à vulnérabilité nulle sont celles, par exemple l'examen écrit, l'étude de cas résolue en présence de l'enseignant, les quiz, les examens oraux individualisés, ce sont des modalités qui sont bien contrôlées, qui ne présentent aucun risque pour l'IAG puisqu'on est en contrôle. Si je regarde des tâches beaucoup plus vulnérables, on regarde par exemple les exercices hors labo, des études de cas,
toutes les productions différées, c'est-à-dire qui sont faites par les étudiants en dehors de notre contrôle et qui vont donner lieu à une création et puis un dépôt à un temps X, sont extrêmement vulnérables puisque l'IAG pourrait faire une bonne partie du travail à la place de l'étudiant. Donc, première chose, première solution, c'est que nous sommes invités à examiner le degré de vulnérabilité de nos tâches évaluatives actuelles. Troisième problème, c'est que j'ai parlé du niveau de vulnérabilité, mais en fait, on doit aussi parler de la plus-value pédagogique des tâches. Parce que je vous ai dit, un examen a très peu de plus-value pédagogique, dans la mesure où l'étudiant reçoit son résultat, il comprend plus ou moins pourquoi il a réussi ou échoué, on n'a pas le temps de lui donner une rétroaction, on passe à l'examen suivant. Donc finalement, les étudiants fonctionnent pédagogiquement un petit peu à l'aveugle, et on l'a vu aussi ce matin, ça peut être, c'est aussi une chose de laquelle on doit prendre soin, à condition qu'on soit dans une perspective de réussite de nos étudiants, et ce qui est aussi, en tout cas économiquement, moi je pense que c'est plus utile. Il ne faut pas les faire réussir, mais il faut accompagner la réussite. Ça, c'est une conviction pédagogique personnelle. Mais donc l'idée, c'est comment est-ce que je peux maintenir les tâches complexes qui ont une plus-value pédagogique utile et nécessaire dans le contexte de l'IAG. Là aussi, on va regarder, c'est l'inverse. Les tâches les plus contrôlées sont celles qui ont le moins de plus-value pédagogique. C'est celles qui vont renforcer le plus l'aspect méritocratique. Elles créent des apprentissages généralement peu durables. Donc, ça veut dire des apprentissages de surface qui vont disparaître après l'examen. Donc, c'est quand même une perte d'énergie incroyable pour l'enseignant et aussi pour l'étudiant. Et puis, ce sont aussi ces approches-là qui vont augmenter le niveau d'anxiété et donc qui vont encourager, je dirais, un rapport plutôt toxique à l'évaluation. À l'inverse, nos tâches complexes sont ont une grande valeur, une plus-value pédagogique, parce que ce sont elles qui vont maintenir l'engagement des étudiants, ce sont elles qui vont se rapprocher le plus des performances professionnalisantes et donc avoir un sens dans les apprentissages de l'étudiant, et aussi ce sont elles qui sont le plus la source d'évaluation formative. Donc, l'autre problème, c'est de comment conserver la plus-value pédagogique des tâches complexes, même si elles sont plus vulnérables à l'IAG, et c'est vers ça que je vous invite à progresser. Donc, ça va nécessiter effectivement que chacun d'entre nous se positionne par rapport à l'IAG. Et là, je vais donner quelques exemples, mais globalement, ce qu'on voit se développer, alors peut-être que vous avez déjà accompli ça à l'université, je pense qu'on m'a parlé d'une charte, et donc globalement, ce qu'on voit, ce sont des chartes avec un continuum d'usage. Et là, j'ai fait une synthèse de ce qu'on fait à Louvain, de ce qu'on fait dans plusieurs universités québécoises, chez nous à Sherbrooke, et aussi dans d'autres universités belges. Mais dans le fond, on va de l'interdiction vers l'usage requis à l'extrême. Donc quand je parle d'usage requis, c'est vraiment parce que l'IAG comme tel est un objet d'enseignement, d'apprentissage et doit être évalué. Alors que dans les trois autres possibilités, on aurait plutôt utilisé l'IAG de manière un petit peu transversale comme un outil de révision, de préparation, puis une étape suivante, ça pourrait être pour améliorer des productions que l'étudiant aurait faites en tout ou en partie, et puis en tout cas, ce serait, pour l'amélioration des productions, l'étape ultime, ce serait de faire produire l'IAG, puis ça servirait de production et donc de preuve d'apprentissage, mais on verra que ce n'est pas à n'importe quelle condition. Et donc, je vous montre quelques exemples. Ça, c'est la charte qu'on utilise à l'université de Sherbrooke. Et je vais insister sur une chose, c'est que vous verrez en gras, là, c'est peut-être pas lisible, mais toujours, on indique qu'il est nécessaire que l'étudiant signale l'usage qu'il a fait de l'IAG, et aussi, c'est une déclaration. D'accord ? Donc, c'est vraiment une déclaration éthique d'usage. Il est autorisé, mais tu dois nous dire ce que tu as utilisé et pourquoi. Voilà. Tout ça est disponible en ligne, donc sur le site de l'université. Si vous regardez SSF, donc Service de soutien à la formation, on a vraiment une équipe dédiée uniquement à ça à l'université. Je vous montre d'autres balises. Il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais certaines ont été produites très rapidement et puis ils sont comme déjà un petit peu obsolètes à certains niveaux, donc je ne les détaille pas.
vous pourrez les consulter, c'est très intéressant d'aller voir sur les sites universitaires. Alors, 5e étape, donc si on va encore un petit peu plus loin, donc l'idée c'est à partir du moment où j'ai fait l'analyse de la vulnérabilité de mes tâches, eh bien, il y a une première option qui s'ouvre, c'est de dire comment je vais les rendre résilientes. Alors, le mot résilience des tâches vient de l'université de Sherbrooke, ça a été développé, enfin, en tout cas, le concept, je le trouve excellent. Et donc, comment rendre les tâches résilientes? Évidemment, à gauche, si mes activités ont un degré de vulnérabilité faible à nul, j'ai rien à faire, c'est le statu quo. Et il est bon de conserver des examens, hein. Je ne veux pas dire qu'on doit supprimer ça complètement, mais on les conserve, mais on leur donne une fonction particulière par rapport à l'évaluation. Et aussi, si j'ai des tâches qui impliquent l'usage requis de l'IAG, évidemment, c'est quelque chose qui ne me demande pas d'adaptation, puisque ça fait partie de la tâche. Par contre, quand j'ai des activités avec un certain degré de vulnérabilité, moyen à élevé, je peux décider de simplifier mes tâches et de retourner vers des examens sans risque. Moi, j'appelle ça une régression pédagogique. Et si on fait ça à grande échelle, l'université n'évalue plus ce qu'elle doit évaluer. D'accord ? On ne peut pas se contenter d'évaluer les étudiants maintenant juste avec des examens écrits et des performances à bas niveau taxonomique, c'est impossible. Donc, c'est plutôt de prendre le taureau par les cornes, c'est la deuxième alternative, et de se dire, je vais rendre mes tâches résilientes à l'IAG, donc tout en conservant leur plus-value pédagogique, parce que ça reste un enjeu important, et je vais intégrer l'IAG à ces tâches de manière variable. Alors, je vais représenter ceci c'est un petit peu le même propos, donc c'est de regarder le fait que la plupart de vos tâches évaluatives que vous considériez comme complexes, hein, très intéressantes, rédiger un texte, argumenter un texte, créer des choses, etc., tout d'un coup, ça devient terriblement simple pour les étudiants, donc il est important de les rendre résilientes. Et vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin, c'est de créer des tâches qui vont intégrer l'IAG de manière vraiment consciente, balisée et contrôlée. Et on va aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Et donc, ça va concerner aussi l'étape de l'interprétation, puisque si je demande à mes étudiants d'utiliser l'IAG, ils vont produire des traces de cet usage et je vais devoir évaluer ces traces aussi. Donc, ça pourrait être présenté de la manière suivante. Ici aussi, j'ai mis un premier axe avec différents objets à évaluer. Et dans l'axe horizontal, on va mettre des qualificatifs par rapport à l'usage de l'IAG. Alors, je les ai créés parce que finalement, dans les différentes chartes, on a toutes sortes de mots. Mais je dirais qu'il y a une utilisation périphérique de l'IAG, il va y avoir une utilisation contributrice de l'IAG et il va y avoir une augmentation, un usage augmenté, c'est-à-dire qui rend les tâches vraiment et l'évaluation vraiment augmentée. Si on regarde en bas à gauche, toujours selon la même logique, un petit peu du plus simple vers le plus complexe, je pourrais demander à mes étudiants et là je parle bien de l'évaluation, hein, je ne parle pas de l'enseignement, de réviser la forme de leur production à l'aide de l'IAG. L'orthographe, la construction, la syntaxe, des choses comme ça, c'est habituel. Si je vais un petit peu plus loin, et puis là, je ne suis pas du tout dans le contenu de mon cours, à moins que je donne des cours de langue, d'accord ? Si je vais un petit peu plus loin, je pourrais demander à mes étudiants d'utiliser l'IAG en lien avec le contenu de la tâche. Et là, je me situe bien au niveau disciplinaire. Si je suis un enseignant de gestion, d'histoire, de littératie, d'architecture, architecture et design, c'est un peu différent. Mais je veux dire, si je suis dans des domaines où l'IAG n'est pas nécessairement un objet disciplinaire, mais pourrait être utilisé vraiment, je dirais, cognitivement, alors je pourrais regarder comment elle est utilisée pour créer, améliorer, valider le produit et améliorer le processus de la tâche. Vous verrez que dans une tâche, il y a toujours un produit, mais il y a aussi un processus. Et quand on découpe le processus de la tâche, on voit s'ouvrir des possibilités très intéressantes d'utiliser l'IAG. Et donc, l'usage va être contrôlé par les consignes. Ça veut dire que je dois concevoir des consignes qui sont axées sur la discipline et des consignes qui sont axées sur l'usage de l'IAG. Alors, vous voyez qu'il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre et ça demande évidemment à l'enseignant qui conçoit ces tâches
de prévenir finalement plutôt que de se dire ben, je me suis fait embobiner parce que mes étudiants l'ont utilisé sans que je l'autorise. Et donc on a deux fenêtres à ce niveau-là. Évidemment, si l'IAG est requise pour accomplir la tâche évaluative, l'usage va aussi être contrôlé par les consignes, mais ce seront d'autres consignes. Et enfin, à un niveau supérieur, que j'appelle le niveau métacognitif, si je demande à mes étudiants d'utiliser l'IAG pour améliorer, produire, etc., eh bien, il faut que je garde des traces de cet usage. Et c'est là que je vais leur demander d'expliciter l'usage de l'IAG, d'expliciter et de décrire ce qu'ils ont obtenu avec l'IAG et de prendre une attitude critique par rapport à ce qui a été produit. C'est très intéressant, j'appelle ça les preuves secondaires, hein. Donc ce n'est pas des preuves disciplinaires comme telles, c'est en quelque sorte des métapreuves. Et ça vise le jugement critique, réflexif et la métacognition de l'étudiant. Alors ce qui est passionnant là-dedans, c'est que, alors y compris les prompts et les résultats des prompts ou des requêtes, hein, comme on dit chez nous, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, un étudiant, pour faire des prompts ou des requêtes, et pour faire une analyse critique, il a besoin des connaissances disciplinaires. D'accord ? Parce que évaluer une production de l'IA, ça veut dire qu'il va aller chercher dans sa base de connaissances, il va devoir mobiliser des connaissances propres à la discipline, mais qui sont liées à des qualités du produit ou à des qualités du processus. Et c'est pas perdu parce qu'il mobilise ses connaissances disciplinaires aussi. D'accord ? Je peux pas, par exemple, dire, on en parlait tantôt, est-ce que le texte vous disiez, est-ce que le texte a plagié? Bon, on n'ira pas jusque-là, mais est-ce que le texte produit ou la chose produite a du sens? Je vais devoir aller utiliser mes connaissances pour générer des critères et pour poser un jugement. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est très exigeant pour les étudiants, mais c'est aussi d'une pierre deux coups, parce qu'on va pouvoir vérifier la mobilisation des connaissances disciplinaires à travers ça. Voilà, donc c'est un petit peu la proposition qui est faite. Et donc, ça veut dire que dans le fond, si je veux penser une évaluation augmentée, j'ai plusieurs choses que je peux demander à l'étudiant. Et je trouve ça intéressant de penser ça comme ça, parce que quand on fait des consignes, ben on les écrit, hein, on les écrit un petit peu, puis on regarde, on demande à un collègue, est-ce que ça colle, est-ce que tu comprends, on valide. Mais en fait, il y a 4 choses qu'on pourrait demander à nos étudiants. C'est de mobiliser des connaissances disciplinaire de manière autonome, sans l'IAG, ça peut être exigé aussi dans la tâche. Et là, c'est sûr qu'il faut avoir mis en place un contrat de confiance avec l'étudiant, hein, donc faire baisser l'anxiété, ça c'est essentiel, ou alors trouver des manières de voir que ça a été plagié avec un robot. On peut aussi lui demander de mobiliser des connaissances pour améliorer ou analyser les produits et les processus générés par l'IAG. Donc c'est ce dont je parlais avec l'esprit d'analyse, l'esprit critique. On peut aussi lui demander de mobiliser des connaissances pour produire des requêtes, donc pertinentes, et pour dialoguer, parce que l'idée de dialogue avec l'IAG est aussi très intéressante, hein. Il peut aller plus loin, poser des questions plus déterminées. Il peut vous faire des captures d'écran de ce qu'il a produit. On verra, il y a toutes sortes, là je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a toutes sortes de manières de faire aussi collaborer les étudiants entre eux pour qu'ils puissent mutuellement se donner des mini-tâches à faire. Et ensuite, on peut évidemment lui demander de mobiliser des connaissances pour produire à l'aide de l'IAG, celle-ci étant une finalité de formation. Alors, je vais terminer la présentation par la petite méthodologie qui va ramasser un petit peu tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc, si je pars d'une tâche existante, la première chose à regarder, évidemment, c'est de se dire, est-ce que cette tâche comporte des éléments qui pourraient être réalisés sans l'intelligence artificielle. Ça demeure évidemment tout à fait valide. Je peux aussi... Oh pardon, je vais en arrière. Alors, je peux aussi me poser la question de savoir est-ce que l'IAG va être autorisé pour réviser la forme finale. Et vous voyez, je parlais de contrat, donc l'hypothèse c'est quand même que c'est toujours mieux d'impliquer les étudiants dans cette approche que de leur dire je ne veux pas savoir si vous le faites ou si vous ne le faites pas, mais si vous le faites, je vais essayer de vous coincer. Donc c'est toujours l'idée de modifier l'idée du contrat. Alors deuxième ensemble de questions, c'est de se demander est-ce que l'IAG pourrait dans ma tâche être utilisé, contribuer au produit intermédiaire ou au produit final de la tâche. Et là,
une chose, j'ai fait un exercice avec des enseignants cette semaine, c'est de voir est-ce que je peux découper ma tâche en étapes de processus. Donc, est-ce que je peux la disséquer et identifier des étapes dans le processus que les étudiants vont faire et regarder à ces différentes étapes de processus, est-ce que l'IAG pourrait intervenir ou pas? À ce moment-là, ça veut dire que je dois créer des consignes. Les consignes étant le contrat que j'établis avec l'étudiant. Donc, des consignes pour créer des requêtes, des consignes pour les différentes étapes du produit généralisable, générable par l'IAG, et aussi des consignes qui vont soutenir l'étudiant dans l'analyse critique. Alors, il y a des je ne sais pas si je l'ai mis la dia là, mais il y a des processus, par exemple, qui s'appellent SIFT. Donc, il faut, ce sont ces 3 mots qui désignent une procédure toute simple pour dire à l'étudiant stop, arrête-toi, investigate, regarde ce qui se passe, etc. Et essaye de trouver des faiblesses dans la réponse. Donc, il y a des processus métacognitifs qui ont été mis en place. Et ensuite, dernier niveau, ce serait de regarder l'usage de l'IAG comme une finalité de formation. Donc, doit-elle être évaluée comme telle? Par exemple, si je fais produire un code informatique avec l'IAG, on sait que les résultats sont excellents. Je l'ai entendu ailleurs qu'ici aussi. C'est peut-être plus tellement pertinent à faire maintenant, vu que l'IAG est complètement utile. Mais imaginons que je puisse que ce soit un usage nécessaire et donc explicite et tout à fait transparent. À ce moment-là, je vais produire des consignes. Alors, qui dit consigne dit trace. Parce que si vous dites à l'étudiant de faire quelque chose, il va produire quelque chose. Donc vous allez accumuler des traces au niveau disciplinaire, au niveau de l'usage de l'IAG aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il sera opportun, puis on ne pourra pas développer ça aujourd'hui, mais qu'il sera opportun de penser à développer des critères d'évaluation par rapport à ces traces. Ça va? Donc vous voyez qu'on a déployé, on est parti d'une vision un petit peu disciplinaire exclusive de la tâche, une tâche complexe, ouverte. On regarde un peu comment on peut l'analyser pour la rendre résiliente et on regarde comment on regarde son niveau de vulnérabilité, on l'analyse pour aussi voir comment on peut la rendre résiliente et enfin on regarde si on peut intégrer l'IAG dedans de manière plus formelle. Alors, en conclusion, on peut retenir, je pense que, évidemment, l'usage de l'IAG peut être modulé selon les types et les modèles d'évaluation qui sont pratiqués. Donc, il faut le voir comme quelque chose de souple et qui rend vulnérable à différents niveaux, différents types d'évaluation. Donc, on peut aller de l'interdiction à l'intégration et je dirais même dans une tâche. D'accord ? Donc, ce n'est pas uniquement un principe qu'on va choisir pour un cours, mais au sein d'une tâche, je pourrais moduler cet usage. Il est aussi essentiel d'en connaître les limites, et là, on l'a dit tantôt, ça évolue très rapidement, donc il faut se mettre à la tâche. On ne peut pas prendre le luxe de se laisser dépasser par nos étudiants et d'être aussi dépassé par des cas de fraude tout à fait inutiles et qui consomment beaucoup d'énergie. Et enfin, je pense que vraiment l'irruption de l'IAG, c'est une invitation à réfléchir à la plus-value de ces tâches complexes et aussi à la plus-value d'un développement métacognitif et critique par rapport à l'usage de l'IAG, donc en le dédiabolisant, mais aussi en faisant en sorte que les uns et les autres se l'approprient de manière constructive et pédagogiquement significative. Et c'est sur ces mots que je vais clôturer la conférence. Je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un temps de questions possible maintenant? Donc, j'écouterai vos questions ou vos remarques, vos commentaires avec grand plaisir. Et puis, c'est une ouverture à discuter aussi. Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Je me permets de revenir sur... vous êtes allé très très loin, au bout du compte, mais il y a un moment où vous étiez sur ces questions de risque de fraude, vulnérabilité de l'évaluation à l'intelligence artificielle, et vous avez utilisé ce schéma là qui croise niveau de contrôle et puis niveau de complexité. Puis là, j'ai vu les tâches complexes et autonomes accroissent le risque de fraude avec l'IAG.
Les tâches autonomes, oui. Et il se trouve que j'ai lu par ailleurs dans certains... Vous les avez cités là, notamment les Belges, là... Oui, qui prennent le contre-pied de ça, hein, Van Gronderbeck, là, qui disent par exemple, ils appellent ça l'approche par contournement, vise à adapter les évaluations pour les rendre suffisamment complexes ou contextualisées de manière que l'IA ne puisse pas produire de réponses de qualité. Donc là, je vois un espèce d'enjeu entre ceux qui... Vous dites plus c'est complexe, voilà, c'est eux là, voilà. Vous dites plus c'est complexe, plus l'IA, plus il y a un risque de vulnérabilité. Et puis je vois qu'il y a des gens qui disent le contraire, qui disent au contraire, on va devoir complexifier les tâches pour que l'IA puisse pas y répondre. On va faire des choses de plus en plus contextualisées. Je voulais juste vous entendre là-dessus parce que je vois un potentiel désaccord. Et puis nous sommes sur des terrains en ce moment dans les hautes écoles où ces questions se posent. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis c'est une des pistes qui vient faire des rapports de stage ou des mémoires de plus en plus individualisés. L'IA pourra pas répondre, etc. Donc je voulais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. C'est super que vous parliez de ça parce que quand je parlais de choses qui me semblait être un peu désuète. Je pense qu'à Louvain, ils ont fait une réflexion, et je ne critique pas du tout, mais je pense que cette piste-là est un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va faire un concours entre notre inventivité et le pouvoir de l'IAG. Ça peut être possible. Et je crois que ce que j'ai vu dans leur cahier, c'est qu'il y a des exemples très intéressants de production de preuves d'apprentissage multidimensionnel, où on vient croiser des choses. Aussi, il faut savoir que généralement, plus les tâches sont contextualisées à des situations personnelles, des cas, des études de cas sur soi-même, etc., ou des données qui sont vraiment, vraiment très ciblées, alors l'IAG a moins de pouvoir. Hein. C'est sûr que ça diminue son pouvoir. Mais moi, je pense que la complexification, elle n'est pas dans le concours avec l'IAG, mais déjà, proposer à des étudiants de réfléchir de manière critique et métacognitive, c'est déjà extrêmement complexe. Parce que un étudiant qui doit être critique, il fait appel à des heuristiques et à ce qu'on appelle des connaissances conditionnelles. C'est-à-dire qu'il doit savoir pourquoi, quand utiliser certaines connaissances. Et c'est une capacité d'expertise. Donc je pense déjà qu'on a un niveau de complexification. Mais voilà, je crois que je suis claire. Donc complexifier, oui, mais peut-être pas dans le sens de... Ça peut tout à fait être motivant aussi pour créer de nouvelles approches, mais je ne pense pas que c'est la voie unique. Voilà. Mais je comprends bien que là où vous nous avez mené, ça va au-delà de ça, justement. Oui, on est dans une forme d'intégration bien pensée. Exactement. Mais qui ne va pas être facile sur le terrain tous les jours. Ah ben non, je suis d'accord. Merci beaucoup. Ouais. La découverte est sans fin et l'expérience aussi. Oui. Merci pour votre exposé qui était passionnant. Dans notre filière économie d'entreprise, on a un débat autour d'une tâche qui favorise l'autonomie et la complexité, c'est les thèses de bachelor, donc le mémoire individuel qui est rendu par l'étudiant avec une soutenance orale avec le conseiller et un juré ou une jurée. Que peut-on faire si on souhaite maintenir cette activité, cette tâche qui rassemble finalement toutes les compétences que les étudiants ont pu acquérir au cours de leur parcours, parce qu'actuellement, il y a des mouvements, et c'est le cas dans d'autres universités, de supprimer cette activité-là. Alors, ce n'est pas le choix qu'on a fait jusqu'à présent, mais les défis de l'IAG que vous avez mentionnés sont particulièrement cruciaux dans cette activité-là. Alors, j'aimerais bien entendre vos conseils ou recommandations ou expériences dans d'autres contextes à ce sujet. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est sûr que toutes les productions écrites sont extrêmement vulnérables. Hein. Mais moi, je vous invite vraiment à regarder ça. Parce qu'en fait, on doit se poser la question, pourquoi demandons-nous une preuve écrite de cette nature pour démontrer ces compétences-là? Et de plus en plus, j'ouvre le débat, mais on est de moins en moins convaincus que la preuve écrite est la meilleure manière de le démontrer. Alors, nous aussi, on a renoncé à la production d'un essai, même dans des... Puis souvent, c'est aussi dans des métiers professionnalisants où l'écrit n'est pas nécessairement la meilleure source, la meilleure manière de démontrer ses compétences. Donc, on a essayé de retrouver des situations, par exemple, on s'en va plutôt vers des communications plutôt orales, avec des productions d'artefacts, de synthèse, des rapports d'expérience et des choses qui sont extrêmement personnelles, où l'écrit prend de moins en moins de place, honnêtement.
Et donc, on se retrouve avec des formats qui ne sont pas nécessairement écrits. Même si l'écriture peut y prendre une place. Mais faire un PowerPoint, ce n'est pas quelque chose de... Alors, premier élément. Deuxième élément, c'est l'évaluation formative aussi. C'est-à-dire que si on suit le processus de l'étudiant, là, on peut rentrer, par exemple, s'il y a de l'anxiété, s'il y a un manque de temps, il y aura un plus grand usage de l'IAG. Donc, on essaye de diminuer les risques liés à l'anxiété et au stress. Donc, je n'ai pas de solution toute faite, mais honnêtement, les productions écrites lourdes, c'est vraiment pas la meilleure manière d'abord d'évaluer ces choses-là. Mais c'est un type de preuve qui est académiquement reconnu. Donc, on l'a remplacé par un processus qui favorise d'abord une analyse de pratique au début, donc qui est beaucoup plus interactive, en équipe et en présence de l'enseignant. Et donc, en augmentant des tâches plus découpées mais plus partielles qui se font en présence, la production écrite, à la fin, devient simplement une preuve, je dirais, tangible, ou la preuve orale, mais il faut bien se rendre compte que plus je fais d'évaluation formative pour des travaux de ce type-là, plus je suis proche de la réalité de l'étudiant et plus la preuve écrite finale peut être corroborée à travers des traces qui sont recueillies de manière progressive. Et donc ça, c'est le principe de l'évaluation formative qui devient une manière d'être plus proche, de contrôler plus ce qui est produit, de le rendre plus contextualisé, plus personnel, et d'amener aussi l'étudiant à voir la tâche comme un défi intéressant et non pas comme quelque chose qu'il est obligé de faire et qui n'a pas de sens pour lui. Donc tout est corrélé, hein, l'intérêt pour la tâche, le niveau d'engagement, le niveau de stress, le niveau d'anxiété, la signification de la tâche. Plus les indicateurs sont bas, plus le plagiat va rentrer dedans. Donc il faut vraiment essayer de donner une plus-value pédagogique. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Dans l'évaluation, dans l'enseignement, est-ce que c'est obligatoire d'enseigner l'IA? Deuxièmement, si un étudiant... Est-ce que vous pourriez prendre le micro, ça m'aidera à vous comprendre parce que vous êtes très loin. Excusez-moi. Merci. Oui, voilà, merci. Est-ce que ce ne serait pas obligatoire, d'une certaine manière, que l'étudiant apprenne dès le début à utiliser l'IA, et quand il fait un travail, il devrait, dans la méthodologie, il faut lui apprendre, dire de quelle manière il va utiliser l'IA, quels sont les résultats qu'il attend, et ensuite, une fois que son travail est fait, oral ou écrit, expliquer qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, les résultats qu'il a obtenus et qu'est-ce qu'il en pense. Et puis ça, bien entendu, ce serait aussi un genre de formation. Absolument. Ça, on touche un point qui est très important à mes yeux, c'est toute la question de l'équité. Donc, tant qu'on laisse l'usage de manière... Même si on fait des consignes... Alors, ça pose... C'est le corollaire. Hein. Si je fais des consignes, comme vous le suggérez, c'était aussi ma proposition, qu'on intègre l'usage de l'IA dans les consignes, qu'on recueille des traces là-dessus, évidemment, par raison d'équité et de validité, il faut que tous mes étudiants aient accès à des instruments. Alors, idéalement, et je vous dis même à Sherbrooke, alors qu'on travaille depuis 2 ans là-dessus, on n'est pas encore là, mais c'est peut-être que vous avez... Je pense qu'il y a déjà des choses qui sont faites ici, mais c'est d'outiller les étudiants avec un bassin d'outils commun et de former les enseignants aussi à ce niveau-là, parce que s'il n'y a pas l'usage d'outils communs ou d'outils comparables et un accès aux outils pour tous les étudiants, l'évaluation perd instantanément sa validité, puisque je ne peux absolument pas comparer des choses qui sont produites avec l'IAG et des choses qui seraient produites sans l'IAG. Mais par contre, on voit aussi des étudiants qui, pour des raisons écologiques, parce qu'on sait que l'IAG consomme énormément, refusent d'utiliser l'IAG. Donc peut-être qu'on va être amené à proposer des tâches, à différencier nos tâches en fonction d'un usage général possible. Je choisis pas. La porte est ouverte. Donc, mais votre intervention est importante au sens de l'équité entre les étudiants. Et les enseignants aussi. Hein.